Le 28 février 2026. Une date qui restera gravée dans les annales de l'histoire contemporaine. À l'aube, alors que le monde s'éveille à peine, il bascule dans une nouvelle ère de conflit. Iran, États-Unis. La guerre a éclaté. Après des décennies de tensions latentes, de guerre par procuration et de diplomatie fragile, l'inévitable s'est produit. Les États-Unis et leur allié, Israël, lancent conjointement l'une des offensives militaires les plus massives et les plus complexes depuis l'invasion de l'Irak en 2003. L'objectif ? La République islamique d'Iran. La guerre contre l'Iran, longtemps redoutée, a commencé. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à décembre 2025. C'est à ce moment que tout commence à s'accélérer. L'Iran traverse alors sa pire crise intérieure depuis la révolution de 1979. L'économie, déjà étranglée par des années de sanctions internationales, est en ruine. L'inflation galopante a pulvérisé le pouvoir d'achat. Le rial s'effondre à des niveaux historiquement bas, rendant les importations de produits de première nécessité quasi impossibles. Poussés par le désespoir, des millions d'Iraniens descendent dans la rue dans les 31 provinces du pays. Ce ne sont plus seulement des manifestations politiques, mais un cri de colère contre la misère. Ce sont les plus grandes manifestations depuis la révolution islamique. Face à cette vague de contestation sans précédent, le régime répond par la seule méthode qu'ils connaissent. Une répression de masse, brutale et aveugle. Les gardiens de la révolution et les milices basiges sont déployés avec l'ordre de mater la révolte à tout prix. Les chiffres des victimes qui filtrent sont effarants et contradictoires. L'organisation américaine Human Rights Activist News Agency estime que 7000 manifestants ont été tués. Le gouvernement iranien, lui, reconnaît officiellement 3117 morts, qualifiant les manifestants de terroristes. Mais des sources internes, notamment certains responsables de santé iraniens non affiliés au gouvernement, parlent d'un véritable massacre, avançant le chiffre terrifiant de 32 000 victimes. La situation attire l'attention de la Maison-Blanche. Le 13 janvier 2026, Donald Trump, de retour au pouvoir, déclare publiquement que l'aide est en route pour les manifestants iraniens, qualifiant leur lutte de combat pour la liberté. Il annonce dans la foulée l'envoi d'une armada militaire américaine dans la région, incluant plusieurs groupes aéronavals. C'est le plus grand déploiement militaire américain au Moyen-Orient depuis 2003, un signal clair envoyé à Téhéran. En parallèle de cette crise interne, un autre drame se joue en coulisses. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, publie un rapport explosif. Ses inspecteurs révèlent que l'Iran a dissimulé de l'uranium hautement enrichi, bien au-delà des seuils autorisés, dans une installation souterraine secrète près d'Ispahan. Pour Washington et Tel Aviv, c'est la preuve irréfutable que Téhéran poursuit un programme nucléaire militaire en secret. C'est la ligne rouge absolue qui vient d'être franchie. Les dernières tentatives de négociations indirectes, menées en urgence par le sultanat d'Oman, s'effondrent. La voie diplomatique est officiellement morte. Le compte à rebours est lancé. Le 28 février 2026, depuis le bureau ovale, Donald Trump s'adresse à la nation et au monde. Les forces armées américaines ont commencé des opérations de combat majeures en Iran pour défendre le peuple américain et ses alliés en éliminant les menaces imminentes posées par le régime iranien. L'opération américaine porte le nom de code Epic Fury. L'opération israélienne, menée en parfaite coordination, est baptisée Roaring Lion. Les frappes initiales sont d'une précision chirurgicale et d'une ampleur dévastatrice. Elles visent simultanément Téhéran, la capitale politique, Ispahan, Qom, Natanz et Fordow, les cœurs battants du programme nucléaire et des infrastructures militaires iraniennes. Dans les toutes premières heures de l'offensive, l'objectif le plus audacieux et le plus choquant est atteint. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, au pouvoir depuis 36 ans et figure tutélaire de la République islamique, est tué dans une frappe conjointe américano-israélienne sur sa résidence à Téhéran. La tête du régime est décapitée. L'arsenal déployé pour cette première vague est impressionnant. Une véritable vitrine de la puissance militaire occidentale. Des centaines de missiles de croisière Tomahawk sont lancés depuis des destroyers et sous-marins en mer d'Arabie. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit, décollant directement du Missouri, frappent les cibles les plus protégées. Des essaims de drones MQ-9, Reaper et des chasseurs F-35 de 5e génération assurent donc la supériorité aérienne.
Pour la première fois en conditions de combat, les États-Unis déploient également le Precision Strike Missile, un nouveau missile balistique tactique capable de frapper des cibles à plus de 500 km avec une précision redoutable. Selon le CENTCOM, le commandement central américain, plus de 20 systèmes d'armes différents ont été utilisés simultanément. Loin d'être anéanti, l'Iran riposte immédiatement avec une fureur calculée. L'opération Promesse Honnête 4 est déclenchée. Des centaines de missiles balistiques et de drones kamikazes s'abattent sur Israël, submergeant par moments le dôme de fer. Le 1er mars, un missile balistique iranien de type Emad parvient à percer les défenses et frappe la ville de Beit Shemesh, au centre d'Israël, tuant 9 personnes et en blessant plus de 20. La riposte iranienne ne se limite pas à Israël. Téhéran cible simultanément toutes les bases militaires américaines dans la région, transformant le Moyen-Orient en un échiquier de feu. Des missiles frappent les bases au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, en Irak et en Arabie Saoudite. Un drone iranien frappe même la base aérienne britannique d'Akrotiri à Chypre, élargissant le théâtre des opérations. Dans une déclaration audacieuse, les gardiens de la Révolution affirment avoir visé le porte-avions USS Abraham Lincoln avec 4 missiles balistiques anti-navires, une affirmation non confirmée par le Pentagone. Simultanément, l'Iran active son arme économique la plus puissante, la fermeture du détroit d'Ormuz. Ce goulet d'étranglement stratégique par lequel transite environ 20% de la production mondiale de pétrole. La réaction des marchés est instantanée et brutale. Le prix du baril de Brent dépasse les $100, puis les 120, menaçant de plonger l'économie mondiale dans la récession. Pour aggraver la situation, en Arabie Saoudite, 2 drones lancés par les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, visent la raffinerie de Ras Tanura, l'une des plus grandes au monde, provoquant un incendie massif. 20 jours après le début du conflit, le bilan humain est déjà tragiquement lourd. La chaîne Al Jazeera, qui dispose de correspondants sur place, recense au moins 1444 morts confirmés du côté iranien, dont des centaines de civils pris au piège des bombardements. L'une des tragédies les plus poignantes survient dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. Une frappe aérienne pulvérise une école primaire. Plus de 170 victimes, en majorité des écolières, sont tuées. Des enquêteurs internationaux, arrivés sur les lieux, ont retrouvé des fragments prouvant que la frappe a été commise avec un missile Tomahawk américain. L'enquête préliminaire suggère une erreur tragique, basée sur des données de ciblage obsolètes. Les experts de l'ONU ont immédiatement qualifié cet événement de crime de guerre potentiel, accentuant la pression sur Washington. Du côté américain, le Pentagone annonce officiellement la mort de 13 soldats au combat. 6 d'entre eux ont été tués dans une seule et même frappe de drone iranien, particulièrement précise, qui a touché leur quartier de repos sur la base de Camp Arifian, au Koweït, le 1er mars. Un coup dur pour le moral des troupes déployées. Sur le plan militaire, le CENTCOM affiche un bilan impressionnant. Il annonce avoir frappé plus de 7000 cibles en Iran, neutralisant une grande partie de la marine, de l'aviation et des centres de commandement. Plus de 60 navires iraniens auraient été détruits ou endommagés. En conséquence, le rythme des frappes iraniennes a diminué de 90% par rapport au début du conflit. Mais l'objectif stratégique principal, la destruction totale du programme nucléaire, reste hors de portée. Selon les services de renseignement, l'Iran conserverait encore environ 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Une quantité suffisante pour plusieurs bombes enfouies dans des bunkers souterrains comme celui de Fordow, creusés si profondément dans la montagne qu'ils sont inaccessibles aux frappes aériennes conventionnelles. L'onde de choc de cette guerre dépasse largement les frontières du Moyen-Orient. L'économie mondiale est en état d'alerte. Le Fonds monétaire international publie une note alarmante, avertissant que chaque hausse de 10% des prix de l'énergie augmente l'inflation mondiale de près d'un demi-point de pourcentage. Pour les pays en développement, la situation est catastrophique. Des pays comme le Bangladesh, le Pakistan et les Philippines, fortement dépendants des importations d'énergie, ont déjà adopté des mesures d'urgence économique, incluant le rationnement du carburant et des coupures d'électricité. Pour les États-Unis, le coût militaire direct est astronomique. Le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, un think tank basé à Washington, estime que les 100 premières heures de l'opération Epic Fury ont coûté environ 3,7 milliards de dollars, principalement en munitions de précision. Chaque missile Tomahawk coûte près de 2 millions de dollars. Le coût d'une seule heure de vol d'un bombardier B-2 dépasse les 150 000 dollars.
La facture de la guerre s'alourdit de jour en jour. Sur la scène diplomatique, la communauté internationale est profondément divisée. Les alliés européens traditionnels, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, tout en condamnant les frappes iraniennes sur Israël, ont également exprimé leur horreur et mis en garde Washington contre la frappe sur l'école de Minab. La Russie et la Chine, alliés de l'Iran, ont saisi l'occasion pour dénoncer l'agression impérialiste américaine et réclament un cessez-le-feu immédiat au Conseil de sécurité de l'ONU, une demande bloquée par le veto américain. Aux États-Unis même, la guerre ne fait pas l'unanimité. Au Sénat, une résolution bipartisane visant à limiter les pouvoirs de guerre du président Trump a été rejetée de justesse, par 47 voix contre 53, révélant les profondes fractures du pays. 20 jours après le début de cette guerre, l'incertitude est totale. Personne ne sait comment elle se terminera. Le président Trump a déclaré publiquement s'attendre à ce que le conflit dure 4 à 5 semaines, le temps de finir le travail. Mais de nombreux experts sont bien plus pessimistes. Les analystes du Atlantic Council préviennent que le régime iranien, même décapité, perçoit ce conflit comme une guerre existentielle pour sa survie. Il n'existe actuellement aucune voie diplomatique de sortie, aucun canal de communication pour une désescalade. Ce qui est certain, c'est que le monde a changé le 28 février 2026. Une guerre ouverte entre les États-Unis, Israël et l'Iran était le pire scénario. Le cauchemar absolu que les diplomates du monde entier ont tenté d'éviter pendant des décennies. Ce scénario est aujourd'hui une réalité brutale et sanglante, avec toutes les conséquences humaines, économiques et géopolitiques dévastatrices que cela implique, et dont nous ne voyons encore que le commencement. Nous continuerons de couvrir ce conflit heure par heure. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de la situation au jour le jour. Et dites-nous en commentaire, face à cette escalade, pensez-vous qu'un cessez-le-feu est encore possible? Ou assistons-nous au début d'un conflit régional beaucoup plus large?